Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres en images. L'ONU, 75 ans déjà. L'anniversaire est célébré aujourd'hui à New York dans des conditions tout à fait particulières en raison de la pandémie du Covid-19. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, y a pris part depuis Brazzaville. L'ambassadeur du Cameroun au Congo quitte Brazzaville après 12 ans d'exercice. Il est allé faire ses adieux au Premier ministre Clément Mwamba. Dans le processus d'amélioration de la gouvernance congolaise, le gouvernement compte sur l'expertise d'une agence de notation financière panafricaine. Une présentation de sa méthodologie de notation en monnaie locale vient d'être faite à l'initiative du ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo. Après 6 mois d'arrêt, les cours ont enfin repris ce matin dans l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur. Le ministre Bruno Jean-Richard Itoua appelle à l'optimisme pour ce nouveau démarrage. Les opérations de certification des ménages vulnérables de la partie nord du pays viennent de démarrer à Ouando et Oyo. La ministre des Affaires sociales s'y attelle depuis ce matin dans le cadre de sa tournée. Et puis, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la paix. L'événement est marqué à Brazzaville par un symposium organisé sous le signe de la paix et de la démocratie à suivre tout à l'heure. Enfin, nous vous emmènerons à Abala et à Mbanzantunga, puis à Pointe-Noire, à Luango plutôt, pour le parler 10e session ordinaire du conseil départemental du Kwilu. Voilà pour la vitrine de ce journal. Bienvenue à tous. L'ONU, Organisation des Nations Unies, fête son 75e anniversaire ce 21 septembre à New York. La cérémonie commémorative a été toute particulière avec la présence d'un seul délégué par pays dans la salle en raison de la pandémie du Covid-19. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a suivi en direct l'événement depuis Brazzaville. Reportage Célestin Okano et Irika. Les travaux de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, démarrés le 15 septembre 2020 sous la présidence du Turc Volkan Bozkır, ont connu leur apogée ce lundi 21 septembre à New York avec l'ouverture de la réunion de haut niveau commémorant les 75 ans de l'Organisation des Nations Unies. Tout a commencé par la projection d'un film qui a retracé l'histoire de l'ONU depuis sa création en 1945. Tous les 193 pays membres sont présents et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a suivi cette cérémonie sous un format virtuel placé sous le thème « L'avenir que nous voulons ». Les Nations Unies dont nous avons besoin, réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme, affronter la Covid-19 par une action multilatérale efficace, ce 75e anniversaire qui est célébré à un moment où le monde est en proie à de profonds bouleversements aggravés par une crise sanitaire mondiale aux graves répercussions économiques et sociales. Dans son allocution de circonstance, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné le rôle que jouent les Nations Unies dans le monde, rôle qui suscite autant d'espoir. Aussi a-t-il relevé les défis urgents allant de la crise climatique aux pandémies, en passant par les inégalités, les nouvelles formes de violence et l'évolution rapide des technologies et le défi démographique. Le secrétariat a célébré cet anniversaire en menant une consultation à l'échelle planétaire. Les participants ont fait part de leurs craintes et de leurs espoirs pour l'avenir. Ils estiment que la coopération internationale est indispensable pour faire face aux réalités de notre époque. Ils ont relevé que la pandémie du Covid-19 rendait cette solidarité plus urgente encore. Les gens craignent la crise climatique, la pauvreté, les inégalités, la corruption et la discrimination systémique fondée sur la couleur de peau ou le genre. Ils voient l'ONU comme un instrument pour bâtir un monde meilleur. Et ils comptent sur nous pour être à la hauteur des épreuves d'aujourd'hui. Les fondateurs de notre organisation se sont mis à l'ouvrage alors que le conflit faisait rage. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il appartient de se frayer un chemin hors du danger. L'Assemblée générale qui court du 15 au 29 septembre 2020 sera marquée par la séance du débat général du 22 au 26 septembre sous un format virtuel en raison de la pandémie du Covid-19 et le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso prononcera son discours le 24 septembre.
Toujours en diplomatie, arrivé au terme de son mandat diplomatique en République du Congo, l'ambassadeur du Cameroun, le docteur Komidor Djimolo, quitte le Congo à destination d'Alger en Algérie. Ce matin, il est allé faire ses adieux au Premier ministre chef du gouvernement Clément Mamba. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la coopération entre le Congo et le Cameroun. Plus de précisions dans ce reportage de Joachim Miafounambungu. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Congo, grand officier de l'Ordre national de la valeur, il a 40 ans de diplomatie à son actif, 12 ans d'exercice passé au Congo, soit un peu près d'un quart de son action diplomatique. Il part avec beaucoup d'enseignements tirés du Congo, ce pays qui est devenu pour lui sa seconde patrie. Je suis venu en tant qu'ambassadeur du Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun au Congo, qui vient dire au revoir au Premier ministre parce que quittera le Congo d'un moment à l'autre pour un nouveau poste en Algérie. Je suis venu voir le Premier ministre et nous avons passé en revue l'ensemble de l'action que nous avons menée ici au Congo depuis 12 ans déjà. Et je parle du Congo et satisfait d'une certaine manière du bon accueil que j'ai reçu au Congo. J'ai été adopté par les Congolais, j'ai été adopté ici et j'ai vécu comme un Congolais. Entre le Congo et le Cameroun, c'est une coopération fraternelle dynamique à l'image de celle du développement des infrastructures de transport, véritable pilier de l'intégration sous-régionale de l'Afrique centrale. Autre fait de l'actualité, le Congo va recourir à une agence de notation financière pour l'aider à améliorer sa gouvernance. Le ministre financier du budget, Calix Ganongo, a donc fait appel à l'agence de notation financière panafricaine Woodfield Investment Corporation qui a présenté ce matin sa méthodologie de notation en monnaie locale. Explication Messilans aussi. Le ministre des Finances et du Budget souhaite s'appuyer sur Bloomfield Investment Corporation pour lancer dans les plus brefs délais la notation financière du Congo en monnaie locale afin de mettre en avant la capacité du pays à honorer ses engagements. Une agence de notation, c'est en fait une institution qui permet de qualifier la qualité de la gestion et de la gouvernance d'un pays à travers une note. Nous avons eu des réunions sous la haute autorité du président de la République concernant le lancement du paiement de la dette intérieure via des levées de fonds sur les marchés financiers. C'est une continuité de cet esprit d'amélioration de la gouvernance. On ne peut être en mesure, qu'on soit État, entreprise publique, collectivité publique, de lever les fonds sur les marchés que si on donne les garanties d'une bonne gestion, d'une gouvernance éclairée, efficace et sérieuse. C'est pour ça que nous engageons notre pays, sous l'autorité du ministre des Finances, vers cette voie qui est celle de recourir à une agence qui va nous noter, mais aussi en même temps peut-être nous assister par ses conseils, puisque quand une agence note, elle vous dit « voici les bons côtés de votre gouvernance, voici les mauvais côtés ». Et donc, nous sommes en mesure de voir vers où faire des efforts. L'avantage avec cette agence de notation panafricaine est qu'elle tient compte dans sa notation des réalités de l'environnement africain. La première chose, c'est le critère de l'approche en devises étrangères et l'approche en monnaie locale. La deuxième chose, c'est que nous sommes sur le continent. La notation financière, c'est l'évaluation de risque dans un contexte précis. Et il faut pouvoir comprendre le contexte, suivre l'évolution de ce contexte-là. Nous sommes sur le continent, nous faisons une évaluation permanente et un suivi permanent de la note quand nous l'établissons. Et il faut savoir que la note n'est pas gravée dans le marbre. Elle est valable 12 mois, mais elle peut changer à tout moment en fonction de l'évolution, justement, de l'environnement dans lequel évolue l'entité notée. La réalisation de cette notation devra permettre aussi à accompagner la culture financière des acteurs économiques en vue de l'atteinte de l'objectif Brazzaville, place financière majeure au sein de la CEEAC.
En éducation, les étudiants congolais ont renoué avec les cours ce matin après 6 mois de pause suite à la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, qui a fait la ronde de quelques établissements, table sur l'optimisme pour cette année académique qui vient d'être sauvée. Reportage Herman Babiesa. Ici, dans l'ancêtre de l'ENES, l'école normale supérieure, par petits groupes, les étudiants sont au rendez-vous. Dans les salles de classe, les cours se déroulent normalement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, accompagné du recteur de l'université Marien Ngouabi, Jean-Roser Ibarra, est venu voir de près l'effectivité de cette rentrée. À l'endroit des étudiants, des établissements publics, entre autres, ENESP, Faculté des sciences de la santé, Institut national du travail social, et à ceux de l'université privée Henri Lopez, le message reste le même. Le constat général, c'est visiblement il y avait une impatience des étudiants à enfin pouvoir reprendre les cours. Un doute planait dans l'opinion sur la capacité de notre pays, de notre gouvernement, à pouvoir relancer les activités académiques. Aujourd'hui, c'est chose faite, les activités ont repris de façon différenciée, puisqu'il y a des établissements, des filières où les premiers semestres, et je rappelle que l'enseignement supérieur est organisé en semestres, les premiers semestres étaient terminés, ils ont déjà repris les seconds semestres, les semestres pairs. Il y a des établissements, des filières où ils doivent terminer les semestres impairs, les premiers semestres. Ensuite, ils reprendront les cours des semestres pairs. De façon générale, partout, tout a été organisé pour respecter les mesures barrières. S'il le fallait, en divisant les classes en 2, en 3, en 4, en organisant des rotations, des vagues, de façon à ce que ces mesures barrières de distanciation surtout soient respectées. Et nous pouvons confirmer que l'année académique 2019-2020 se terminera décembre-janvier, que l'année académique 2020-2021 pourra démarrer comme prévu par le gouvernement début février. C'est après 6 mois passés à la maison que ces étudiants renouent avec le chemin de l'école dans un contexte marqué par... Et à l'initiative du ministère chinois de la Culture et du Tourisme, en partenariat avec l'Académie centrale de l'administration culturelle et touristique, les acteurs congolais de ce secteur acquièrent depuis ce matin des compétences sur le développement intégré de la culture et du tourisme à l'ère du coronavirus. Des précisions dans ce reportage d'Ordel Biakoro Malonga. Ces cadres du ministère de la Culture et du Tourisme vont pendant 5 jours appréhender les techniques nécessaires à la relance efficace des activités culturelles et touristiques après la pandémie du Covid-19. Selon Zhang Weigo, directeur général adjoint du bureau d'échange du ministère de la Culture et du Tourisme de Chine, ce séminaire qui se tient par visioconférence est le fruit de la coopération au beau fixe entre la République du Congo et la République populaire de Chine. Il préconise, dit-il, l'élaboration des politiques du développement durable des industries culturelles et touristiques. Un avis partagé par Wang Chankwai, vice-président de l'Académie centrale de l'administration culturelle et touristique de Chine, chargé de cette formation. Représentant le ministre de la Culture à cette cérémonie d'ouverture, Jean-Omer Ntadji, conseiller au patrimoine au ministère de la Culture, compte sur l'expertise chinoise pour remettre sur pied les secteurs du tourisme et de la culture. Le cas des Chinois, pendant la période de coronavirus, ils n'ont pas croisé les bras, ils ont su rebondir en développant de nouveaux outils. Et nous pensons que au sortir de ce séminaire, en nous inspirant du modèle de nos partenaires, les Chinois, nous serons outillés à mieux faire pour continuer de faire vivre nos sites, notre patrimoine culturel et touristique. Les participants à ce séminaire ont jusqu'au vendredi 25 septembre prochain pour définir les perspectives du développement intégré de la culture et du tourisme en période post-Covid-19. Cap à présent sur le département de la Cuvette. Les ménages vulnérables des départements de la zone nord du Congo s'apprêtent à bénéficier des allocations d'urgence Covid-19 fixées à 50 000 francs CFA. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinganzondo, qui a entamé une tournée dans cette zone du pays, a lancé les opérations de certification des familles pauvres d'Oyo et d'Ouando. Reportage Serge Bruno Omienata.
Oyo, dont la cuvette a constitué la première étape du lancement des opérations de certification des ménages pauvres des départements nord du pays. Ce processus, qui prendra également en compte les familles vulnérables des plateaux, aboutira à court terme au paiement des allocations d'urgence Covid-19 fixées à 50 000 francs CFA par foyer. La directrice générale de la solidarité a rendu publiques les données qui devront être confirmées ou infirmées par le comité pluriacteur d'Oyo. Le nombre de ménages saisis, 7 261, enquêtés, 5 668, reçus et traités, 5 530. Après la remise des documents de base au maire d'Oyo, président du comité pluriacteur composé des élus, des représentants de la société civile, des collectivités locales, des confessions religieuses et du ministère des Affaires sociales, Antoinette Dingadzondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, a invité les équipes commises à la tâche au sens de responsabilité. Le président de la République veut que nous touchions les personnes qui sont dans le besoin. Que nous ne nous trompions pas. Bien sûr, nous reconnaissons que le risque zéro n'existe pas, mais essayons de faire au maximum pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Même décor à Owando, toujours dans le département de la Cuvette, où les comités de certification doivent statuer sur un total de 3 812 ménages reçus et traités, dont 790 sont signalés en contentieux, 2611 en détresse sociale et 31 non éligibles. L'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale de la paix. À Brazzaville, un symposium sur la paix et la démocratie a été organisé. C'est le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG CEFAS, Germain Ewangui, qui a présidé cette rencontre en présence des responsables d'autres conseils consultatifs nationaux. Reportage Modeste Andaï. Célébrée sur le thème « Façonnons la paix ensemble », cette 19e journée internationale de la paix a donné lieu ici à la maison de la société civile de Brazzaville à un symposium sur la paix et la démocratie, enjeux et problématiques. C'est dans le cadre du renforcement des capacités organisationnelles des ONG et associations que le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, sous l'impulsion de son secrétaire permanent, Cefas Germain Ewangui, a appuyé la CONAF, Coordination nationale des associations et organisations de la société civile pour la paix, dans la sensibilisation des populations à la nécessité de préserver la paix. La promotion de la culture de paix est une cause juste, parce que la paix est un facteur essentiel de la stabilité des États, et que sans la paix, aucune réalisation ne peut être possible. La paix, rien que la paix, a été le maître mot du secrétaire permanent, Cefas Germain Ewangui. Le triomphe de la paix est à ce prix. La paix, non seulement comme absence de guerre et de conflit, mais au-delà, la paix aussi comme un état de tranquillité fondé sur le sentiment profond de sécurité que génère la compréhension, la tolérance et le respect mutuel, ainsi que la véritable fraternité républicaine, voire universelle. Œuvrons tous pour atteindre cet idéal. Credo cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, C'est en 2001 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration de haute portée historique sur le droit des peuples à la paix, une volonté d'éliminer et de combattre par tous les moyens les facteurs qui engendrent les violences et mettent à mal la coexistence pacifique. Dans la perspective des échéances électorales de 2021, le secrétaire permanent du Conseil consultatif des sages et notabilités, sous la houlette de Jean-Marie Ewangui, a fait une communication à l'endroit des responsables Covid-19 de 9 arrondissements de Brazzaville et de l'île Mbamou. L'objectif est de contribuer à la réussite de ce processus électoral dans toutes ses étapes. Reportage Serge Antoine Youkouf. C'est un travail de pédagogie auquel s'est livré le secrétaire permanent du Conseil consultatif des sages et notabilités traditionnelles, Jean-Marie Ewangui. Après le protocole sur l'observation des règles de barrière, seul le remède est disponible à ce jour face à la pandémie du Covid-19. Le secrétaire permanent a tenu à rappeler aux membres des coordinations de 9 arrondissements de Brazzaville et de l'île Mbamou la loi organique numéro 31-2017 du 7 août 2017
déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement de cette institution. C'est notre devoir de répéter, d'insister, de faire comprendre davantage que la loi organique déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles émet des avis sur la gouvernance démocratique, culturelle et sociale de l'État. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif des sages et notabilités traditionnelles est également revenu sur certaines interrogations engagées à la base sur la non-tenue des sessions, contrairement aux autres institutions de la République. Le tout passe par les deux assemblées parlementaires qui donnent l'autorisation au président de divulguer. Déterminé à jouer sa partition dans la réussite du processus démocratique de notre pays, le Conseil entend poursuivre ce travail sur l'ensemble du territoire national. Femmes de la Cuvette, Vision et Développement Durable est une association des femmes ressortissantes du département de la Cuvette qui œuvre pour le développement tous azimuts de leur département. Ces femmes se sont réunies sous la houlette de leur vice-présidente Lydie Patricia Ondier pour revisiter leurs activités et s'informer des démarches entreprises par leur staff dirigeant au niveau international en faveur de leur association. Alexis de la Rivière. Après quelques activités de visibilité telles que des campagnes d'information, d'éducation et de communication, les initiatives sur le plan économique, socio-culturel et autres réalisées au niveau national, l'association Femmes de la Cuvette, Vision et Développement Durable, FCV2D en sigle que dirige Lydie Pongo, s'est lancée dans une vaste campagne d'information, de vulgarisation de ses objectifs et de présentation de son business plan au niveau international. Ceci dans le but de convaincre des partenaires capables de soutenir par tous les moyens l'association à exécuter son business plan au niveau local. Une campagne qui s'est révélée fructueuse au regard des partenariats décrochés. Nous sommes revenus parce que nous étions à l'international pour chercher des financements. Nous avons pu également faire partie des réseaux. Ces réseaux internationaux-là nous ont permis quand même au moins d'avoir un support, ce qui fait aujourd'hui que ce support nous permet de revenir pour pouvoir mettre en œuvre nos objectifs. Fort de partenariats tissés, la FCV2D va passer de la phase théorique à la phase pratique de son programme d'activité soumise à la table de la présente réunion. Pour la poursuite de notre programme d'activité, il vous est proposé lors du jour ci-après. Projet d'acquisition des terres pour une exploitation agricole dans chaque district, création de coopératives dans chaque district en tenant compte des spéculations locales, présentation des goulots d'étranglement constatés dans les districts, proposition de la mise en place d'une instance chargée d'interface entre la FCV2D et les partenaires techniques et financiers. On rappelle, la FCV2D est une association apolitique à but non lucratif créée en 2015 à Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette. Depuis sa création, elle a participé à toutes les activités programmées par la plateforme des associations féminines de développement placée sous la houlette de la première dame du Congo. Et dans un autre registre, ouverture ce matin à Luango de la 10e session ordinaire du Conseil départemental du Kwilu en présence de quelques membres du gouvernement. Sur la table de ces conseillers, 14 affaires au nombre desquelles le projet de délibération sur la mise en concession des motels de Mvuti et Madingo-Kaye. Reportage Juvenal Ekembe. Pour cette 10e session ordinaire administrative qui inaugure la nouvelle salle de conférence de l'hôtel du Conseil départemental du Kwilu, les distingués conseillers locaux de ce département auront à examiner 14 affaires soumises à leur analyse, parmi lesquelles les projets de délibération portant mise en concession des motels de Mvuti Post et de Madingo-Kaye Post, ainsi que celle de la création de la chambre de commerce du Kwilu. Dans son allocution d'ouverture, l'honorable député a donné quelques orientations qui vont conduire les 10 travaux. Notre 10e session ordinaire administrative se tient sous le signe de l'avancement à travers la relance progressive et méthodique des activités suspendues suite à la construction du siège du Conseil. Les services techniques ont été instruits pour que les délibérations et recommandations issues des sessions passées soient réactualisées en vue de leur mise en œuvre de façon
progressive. Après l'inauguration de l'hôtel du conseil départemental du Kwilu, le président de cette institution locale a reçu une délégation de EKRC venue lui annoncer le projet de l'électrification imminente de Luango. Au nom des populations de Luango, nous disons merci au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour cette réaction immédiate pour l'électrification de Luango. Dans quelques jours, Luango, chef-lieu du département du Kwilu, sera connecté au boulevard énergétique du Congo grâce à Denis Sassou Nguesso. Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de deux membres du gouvernement, à savoir le ministre Anatole Koliné-Makosso de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et le ministre Charles Ngafomo, ministre délégué chargé de la décentralisation. Et tout à côté, dans le cadre de la contribution à la lutte contre le coronavirus, la communauté ivoirienne de Pointe-Noire a mené une opération de désinfection de la Grande Gare et des locaux de la police du CFCO, comme nous le précise Guillaume Garon-Mabiala. Le réseau des cadres ivoiriens vivant au Congo est déterminé à freiner l'évolution de la Covid-19 dans certaines frontières du territoire national et les lieux de grands rassemblements. Après le lancement de l'opération de désinfection à l'aéroport international Maya-Maya au mois d'août dernier, la série des opérations de désinfection s'est poursuivie à Pointe-Noire, notamment à la Grande Gare et dans les bureaux de la police spéciale du CFCO. Cet élan de solidarité entre Ivoiriens et Congolais constitue une étape importante dans la lutte contre la maladie à coronavirus au Congo. Vie des partis, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a pris part à la table ronde virtuelle réunissant le parti Russie Unie et les partis politiques africains au pouvoir comme le MPLA d'Angola, l'ANC d'Afrique du Sud et le PDG du Gabon. Il était question pour ces partis d'évaluer l'impact socio-économique du coronavirus dans leurs pays respectifs. Reportage Florent Angoli. Politique et responsable dans la lutte contre les effets socio-économiques de la pandémie Covid-19. C'est sous ce thème que le parti Russie Unie a échangé par visioconférence avec les partis politiques africains au pouvoir, dont le Parti congolais du travail, représenté ici par son secrétaire général Pierre Moussa. Durant un peu plus de 2 heures, les partis politiques tels le PDG du Gabon, l'ANC d'Afrique du Sud, le MPLA d'Angola, le PDG de Guinée équatoriale ont à tour de rôle présenté la situation épidémiologique liée à cette pandémie et son impact socio-économique dans leurs pays respectifs. Pour sa part, Pierre Moussa, présentant la situation du Congo, a tout d'abord salué la coopération russo-africaine dont la nouvelle impulsion a été donnée à Sochi lors du premier sommet Russie-Afrique tenu le 24 octobre 2019. Puis, il a reconnu qu'en dépit des effets néfastes du coronavirus sur l'économie nationale, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures en vue de limiter les dégâts. Un fonds national de solidarité sous la forme d'un compte spécial du Trésor est créé, lequel a une dotation de 100 milliards de francs. Et ce, pour aider les personnes vulnérables, compenser les pertes de revenus des actifs, en prenant en charge une partie des allocations des travailleurs mis en chômage ou licenciés, et soutenir les entreprises, verser des subventions relatives aux dépenses d'investissement ou de trésorerie aux entreprises. Le PCT, a-t-il poursuivi, a posé un certain nombre d'actions en vue d'accompagner le gouvernement dans ce combat. Pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, j'ai actionné le fonds de solidarité du parti, apportant au Fonds national de solidarité une contribution de 50 millions de francs. Pour renforcer la solidarité du parti dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, j'ai émis une autre directive instituant une cotisation spéciale Covid-19 des cadres du parti, et qui a rapporté plus de 80 millions de francs. Par ailleurs, le Parti congolais du travail a organisé d'autres actions de solidarité et de lutte contre la Covid-19, notamment la distribution des kits de protection contre la Covid-19, des vivres et non-vivres aux personnes vulnérables.
L'économie mondiale est asphyxiée à cause de ce virus mortel. C'est en développant une synergie agissante que l'humanité parviendrait à bout de cet ennemi commun, a-t-il conclu. Rappelons que cette visioconférence a été placée sous la direction du secrétaire général adjoint du Parti Russie Unie, André Klimov. Dans le département des Plateaux, les nouveaux sous-préfets et maires d'Abala ont été installés dans leurs fonctions samedi dernier par la préfète des Plateaux, Alphonsine Akobe Ompangana, en présence de Léon Justin Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Un reportage de Chanel Bouranga. Sarah-Raphaël et Jean-Baptiste Ongwa, respectivement maire et sous-préfet d'Abala, sont désormais investis. Devant un parterre d'invités, ces nouvelles autorités ont reçu des mains de la préfète de Plateau des symboles de la République et de commandement afin de promettre de faire de leur mieux pour relever les défis qui s'imposent dans leur district. Une occasion pour la préfète de Plateau de donner quelques orientations à ces nouvelles autorités. L'organisation prochaine de l'élection présidentielle. Cet environnement exige de vous responsabilité, esprit d'initiative, respect des mesures gouvernementales et impartialité. Présent à cette cérémonie, le ministre Léon Justin Ibombo et le député Joseph Mbossa ont voué une reconnaissance au président de la République pour ces nominations. C'est un grand merci au président de la République d'avoir songé à nommer finalement un sous-préfet et à avoir renouvelé au niveau de la mairie l'autorité municipale. Nous sommes restés pendant quelques temps sans autorité locale. Et le président de la République justement a pourvu, a fait en sorte qu'aujourd'hui Abala puisse avoir un sous-préfet et avoir un administrateur maire. Donc en tant que fils d'Abala, c'est un sentiment d'abord de déférence envers le chef de l'État. Ces changements interviennent après plusieurs années d'attente des populations qui d'ailleurs enchantent ces nominations pour l'intérêt du district d'Abala. Et dans le pôle, c'est la sous-préfète de Mbanza-Ndunga, Sabine Bonzouzi, qui a été installée dans ses fonctions par le préfet de ce département. Reportage Serge Bruno-Mielata. Mbanza-Ndunga, dans le département du Pôle, s'est donné un décor de grand jour à l'occasion de l'intronisation de la sous-prophète Sabine Bonzouzi. Après la lecture des textes de nomination de la sous-prophète de Mbanza-Ndunga et la signature des actes de son intronisation, le préfet du Pôle lui a remis les symboles de commandement et l'a déclaré officiellement investi dans ses nouvelles fonctions. En vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare dès ce jour investi et installé dans vos fonctions de sous-préfet de Mbanza-Ndunga. Juste après, les orientations ont été données à la nouvelle sous-prophète de Mbanza-Ndunga afin de mener à bien son programme d'activité. À prendre pleinement la mesure de votre nouvelle fonction. Vous devez restaurer l'autorité de l'État qui a été mise à mal ces derniers temps dans votre circonscription et consolider en toutes circonstances la paix ici à Mbanza-Ndunga. Au terme de cette intronisation, le préfet du Pôle a permis à Sabine Bonzouzi d'être en contact direct avec les populations à travers un bain de foule. Abordons à présent le dernier virage de ce journal. L'ouvrage intitulé « Discours sur un Congo en chantier » de Jean-Jacques Bouya, retraçant les grandes réalisations du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait l'objet d'un échange entre l'Alliance des peuples de l'Alima et l'Association pour la recherche et l'analyse des faits sociaux de l'environnement. Reportage Héritier Banabeli. La remise d'un échantillon de l'ouvrage « Discours sur un Congo en chantier » de l'écrivain Jean-Jacques Bouya par l'Alliance des peuples de la Lima, APA, à l'Association pour la recherche, l'analyse des faits sociaux et de l'environnement, ARAFC, symbolise la signature d'un partenariat entre les deux organisations pour la promotion de cette œuvre littéraire à l'intention du grand public. L'APA estime que ce livre,
est un répertoire des grands travaux réalisés par le président Denis Sassou Nguesso dans le processus du développement socio-économique du Congo. Cet ouvrage aujourd'hui renseigne sur la politique du chef de l'État. L'ouvrage a un intérêt pour la nation congolaise tout entière. Voilà la particularité de cet ouvrage. Nous avons pensé qu'il fallait être ensemble avec une structure spécialisée dans l'analyse documentaire pour expliquer aujourd'hui à la population congolaise l'intérêt de cet ouvrage pour notre nation. À travers ce partenariat, la RAFC s'engage à faire une analyse approfondie du dit ouvrage pour bien faire sa promotion sur l'échiquier national et international. Ils nous ont demandé de faire cette analyse afin de leur produire un document approprié afin de contribuer à la promotion du livre sur le discours sur un Congo en chantier. L'Alliance des peuples de la Lima est une association à caractère socio-culturel qui soutient toutes les actions qui favorisent le bien-être des Congolais. Elle entend multiplier les activités littéraires partout dans le pays afin de permettre aux citoyens de tous les départements de découvrir cet ouvrage. Les portes de la part sont ouvertes à quiconque désire adhérer. Voilà, Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe sous la conduite de Ralph Kemba, Emar Bongo et Arsi Londou. À demain 20h pour d'autres nouvelles. Mais restez branchés car vous suivrez à partir de 20h45 une nouvelle émission, Le Monde des Finances, présentée par Messi Lanzossi. Ce premier numéro aborde le SIG-FIP, le nouveau système intégré de gestion des finances publiques. Excellente suite des programmes sur Télé Congo. À demain 20h.